Burkinabés, frères et sœurs du Burkina Faso, Africaines, Africains, amis américains, européens, asiatiques, vous qui êtes dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, bienvenue à ce programme d'analyse, d'exhortation et de mobilisation politique de l'Afrique des libertés. Votre serviteur s'adresse à vous depuis l'oratoire mystérieux et non moins célèbre de Normandie. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 sur la Terre des Hommes. J'ai pris le temps de recouper autant que possible les informations sur la énième tentative de coup d'État esquissée contre le régime du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, par ailleurs président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à l'issue de la deuxième session de la conférence des chefs d'État de l'AES qui s'est tenue sous nos yeux. Les 22-23 décembre 2025 à Bamako, au Mali. Comment allons-nous aborder ce point d'actualité géopolitique et géostratégique au cœur du Sahel? Nous allons l'aborder en 3 moments. Dans un premier moment, la reconstitution des faits. Nous donnerons la parole aux autorités burkinabées. Moi, j'ai patiemment attendu que les autorités burkinabées elles-mêmes parlent. Parce que par les temps qui courent, quand nous n'avons pas encore une communication officielle du gouvernement, bien souvent, si nous nous précipitons à affirmer des choses, nous risquons à être facilement démentis par le retournement de la situation ou même par la révélation des véritables informations. Bien que j'ai été alerté de cette tentative de coup d'État par le formidable travail du lanceur d'alerte, influenceur, communicant, journaliste brillant, Ibrahima Maïga, fils du Burkina Faso et de l'Afrique, que je salue, que j'encourage à continuer le travail remarquable qu'il mène, y compris à travers le lancement de son média supplémentaire Nouvelle d'Afrique. Ibrahima Maïga, mon jeune frère, tu continues et tu continues, avec tous tes compagnons, ce travail d'avant-garde sur la plateforme numérique mondiale, au service du Burkina Faso et de toute l'Afrique en lutte. Donc, j'ai bien suivi, en effet, ce travail d'alerte, les premières alertes qui étaient lancées, mais pour ma part, sachant déjà que l'alerte avait été lancée, j'attendais que les autorités burkinabées montent elles-mêmes au créneau et nous informent de ce qui se passe dès lors qu'il était certain qu'elles maîtrisaient la situation. Donc nous allons commencer par écouter la parole des autorités burkinabées. Pourquoi écouter leurs paroles? Parce que les autorités burkinabées actuelles ne sont pas comme la plupart des gouvernements néocolonisés que nous avons en Afrique. Ce ne sont pas des autorités qui parlent la langue de bois. Ce ne sont pas des autorités mensongères. Ce ne sont pas des autorités flatteuses. Ce ne sont pas des autorités flagorneuses. Ce ne sont pas des autorités serpentines. Le Burkina Faso est dirigé par des serviteurs de la vérité, de la justice et de la solidarité africaine. Donc quand le gouvernement du Faso parle, nous, les Africains qui sommes attachés à la libération africaine réelle, nous l'écoutons attentivement. Parce que nous ne l'avons jamais pris en défaut de mensonges. Alors que si c'est un gouvernement néocolonisé comme celui du Cameroun de Biya Paul, ou un gouvernement néocolonisé comme celui de Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, ou un gouvernement ambigu comme celui, de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal, nous l'écoutons avec beaucoup de distance. Nous l'écoutons avec beaucoup de méfiance. Car nous avons documenté plusieurs faits dans lesquels ces gouvernements de valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental mentent à leur peuple, mentent à l'opinion mondiale de façon éhontée. Le crédit de vérité, la crédibilité du gouvernement burkinabé, du gouvernement du Mali actuel, sous le président Assimi Goïta,
la crédibilité du gouvernement du Niger sous le président Abdourahmane Tiani, cette crédibilité est incontestable du point de vue de l'analyse politique rigoureuse et objective. Depuis le commencement de leur révolution en 2020 jusqu'aujourd'hui 2026. Ces trois gouvernements ne nous ont jamais menti. Moi, je suis chacune de leurs déclarations. Les trois gouvernements révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne nous mentent pas. Voilà pourquoi quand ils parlent, nous les prenons très au sérieux. Nous les prenons très au sérieux. Donc nous allons d'abord écouter le gouvernement. Il y a un second témoignage, mais qui a été publié par le gouvernement. Il est un peu long. Je vous invite à l'écouter par la suite. C'est 18 minutes, pendant lesquelles un certain homme d'affaires nommé Madi Sakandé, qui a été activement associé à la tentative de coup d'État, délivre un témoignage fourni et précis, qui vient corroborer massivement les accusations formulées par le gouvernement burkinabé. Nous n'allons pas écouter entièrement ce témoignage qui est d'ailleurs délivré en moré et traduit en français, mais tout le monde peut y avoir accès en allant sur la page de la radio-télévision du Burkina Faso. Vous aurez la déclaration du ministre de la Sécurité du Burkina Faso, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, et vous aurez la déposition de M. Madi Sakandé, homme d'affaires qui a été étroitement associé à cette tentative de coup d'État et qui donne force détail. S'exprimant en langue morée transcrit en français sur l'écran, vous aurez donc accès aux deux documents officiels que le gouvernement du Burkina Faso a mis à notre disposition. Ici, dans cette émission, nous allons simplement écouter le premier document, la déclaration du commissaire divisionnaire Mahamadou Sana. Dans la deuxième partie de ce programme, en exclusivité donc sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, où je vous salue et vous demande, s'il vous plaît, de partager. Le partage n'est pas suffisant et donc le danger d'être perturbé est extrêmement élevé quand vous ne partagez pas suffisamment, quand vous n'écrivez pas « Good Life », quand vous ne montrez pas que vous approuvez le programme, eh bien, les logiciels ennemis essaient de nous interrompre. Dans la dernière partie de mon intervention, puisque la deuxième sera consacrée à tirer les enseignements des révélations officielles du Burkina Faso, dans la dernière et troisième partie de notre intervention, nous formulerons nos humbles recommandations à trois types d'autorités. Nos humbles recommandations aux autorités du Burkina Faso, nos humbles recommandations aux autorités de l'Alliance des États du Sahel et nos humbles recommandations aux autorités de la République togolaise qui héberge actuellement le cerveau de cette tentative de coup d'État, à savoir Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il y a un certain Mirago qui trouble la classe. Côté, Facebook, nous allons l'envoyer au diable Vauvert. Commentez les propos de ce Mirago pour que je le dégage. Alors, Mirago, ok. Monsieur Mirago, vous dégagez de ma page Facebook. Je n'ai pas vocation à supporter les humeurs des imbéciles. Voilà. Qui d'autre trouble la classe? Vous me donnez le nom de tout individu incongru qui s'est manifesté dans l'une des 4 plateformes. Et il sera activement viré. Qui d'autre trouble la classe? Les malappris ne venaient pas sur mes directs, car je fais usage avec application et rigueur de l'option Blocatus, Blocatata, Blocamata, Blocadamus, qui est l'une des plus belles options disponibles sur le réseau social. Si vous ne m'arrangez pas, il ne faut pas venir me déranger. Allez sur vos plateformes,
Vous pouvez même aller faire une conférence sur ma conférence. C'est pas un problème. Je m'en fous comme de l'an 40. Très bien. Donc voilà le programme qui est énoncé. Si ce programme vous plaît, nous allons commencer avec le premier moment. Nous allons commencer avec le premier moment. Voilà, la parole est à Monsieur le ministre de la Sécurité de la République du Burkina Faso, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, que je salue, comme l'ensemble des plus hautes autorités du Burkina Faso pour le formidable travail qu'ils abattent au service de la révolution progressiste populaire, non pas seulement dans leur pays, mais dans tout le continent africain. Oui, qui s'est-il pas... Voilà. C'est le 3 janvier, ou du moins, qu'est-ce qui était prévu? Le ministre de la Sécurité répond dans la déclaration que vous allez suivre. Le ministre Sana lève le voile sur le cerveau du complot, le financement, les complices et la finalité du funeste projet. Un projet de déstabilisation qui implique militaires et civils. Écoutons la déclaration du ministre. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés, pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour qu'après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de signaler qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause,
Et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoigne de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. Et d'autres troubles la classe, vous me donnez... Très bien. Mes chers amis, ceci est la première partie de notre exposition aujourd'hui. Vous avez écouté le ministre Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité et Bien national du Burkina Faso, qui nous a présenté de façon succincte et détaillée le énième complot esquissé par M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié en République togolaise, contre les institutions du Burkina Faso dirigées par son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Que retient-on de ce qu'on a entendu? D'abord, on connaît de manière explicite qui est le cerveau de l'opération. C'est Paul-Henri Sandaogo Damiba. On connaît le mode opérationnel qui avait été choisi, à savoir la violence armée. On connaît les objectifs de ce mode opérationnel. Cette violence armée de type militaire avait pour but d'assassiner le président Ibrahim Traoré et les membres les plus importants de son régime afin de restaurer un régime qui serait l'équivalent tout naturellement de l'ancien régime de celui qui était encore à l'époque lieutenant-colonel de l'armée burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. On apprend également de la bouche du ministre de la Sécurité du Burkina Faso que tout ceci a été fait en mobilisant un certain nombre de cellules de la société civile, qui, quant à elles, devaient avoir pour but de sensibiliser et d'organiser la population afin d'accepter ce forfait. Cinquième niveau d'information extrêmement importante, quelles sont les contributions actives et incontestables à ce coup d'État, en dehors de l'ancien président, l'ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en dehors des militaires qu'il a impliqués, en dehors des civils qu'il a impliqués, dont notamment un homme d'affaires qui s'appelle Madi Sakandé et qui a amplement témoigné et détaillé l'organisation de l'opération dans une vidéo de 18 minutes qui est à votre disposition sur la page de la radio-télévision burkinabé. Quels sont les acteurs qui sont cités en dehors du Burkina Faso comme ayant activement participé à cette énième tentative de coup d'État? Ces acteurs
relève du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai écouté d'un bout à l'autre le ministre de la Sécurité du Burkina Faso et la seule fois qu'il cite des acteurs étrangers, il cite explicitement la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara comme ayant été le pôle de financement le plus important du coup d'État, de la tentative de coup d'État. Or, qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara? C'est le poste avancé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Donc, on peut, une fois de plus, considérer cette énième tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré comme l'œuvre du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ce par quoi, ce qui se passe donc là, à Ouagadougou, ce qui se passe là en Afrique de l'Ouest, est une photocopie, avec des nuances, de ce qui se passe en Amérique latine, avec Nicolas Maduro. Car, si vous regardez le coup d'État qui a été perpétré contre Nicolas Maduro en Amérique latine, vous vous rendrez compte que ce sont exactement les mêmes acteurs néocolonialistes et impérialistes occidentaux qui sont les parrains de ces opérations pour faire tomber les régimes souverainistes qui refusent de se soumettre au diktat de l'impérialisme occidental, au diktat de l'impérialisme moyen-oriental sur la planète. Ce qu'il y a donc pour moi de troublant dans le compte rendu que vient de faire le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, c'est qu'il ne cite pas explicitement, il ne cite nulle part, il n'accuse pas les autorités de la République togolaise qui hébergent actuellement le lieutenant-colonel Paul, l'ancien lieutenant-colonel, parce qu'il ne l'est plus, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et je demande à mes amis sur les réseaux sociaux d'écouter au lieu de se contenter d'entendre. Écoutez au lieu de se contenter d'entendre. J'écoute le ministre de l'Intérieur, le ministre, pardon, de la Sécurité du Burkina Faso, il cite la Côte d'Ivoire. Il ne cite pas une seule fois le Togo. Et donc, dans ce compte rendu du ministre Mahamadou Sana, la question que je me pose est celle de savoir, mais quel est donc finalement le rôle du Togo dans cette affaire? Le Togo, qui est la République qui héberge comme réfugié politique, comme exilé politique, qui héberge Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà la question que le compte-rendu officiel burkinabé laisse non éclairé. Et quand les autorités de notre gouvernement panafricaniste du Burkina Faso laissent une question non éclairée, c'est-à-dire que c'est une question qui est ouverte à notre réflexion. Nous devons réfléchir. Pourquoi le Burkina Faso n'accuse-t-il pas nommément le Togo d'être associé à la tentative de coup d'État contre lui? Si le Burkina Faso ne le fait pas, cela veut dire que les autorités burkinabées savent que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas agi avec l'approbation des autorités togolaises. Écrivez ça. Et il faut que tout le monde ici fasse preuve de bon sens. Le président Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré n'est pas un gouvernement de flagorneurs. Ce n'est pas un gouvernement de biaiseurs. Ce n'est pas un gouvernement de langue de boisistes. D'accord? Si lui, il n'accuse pas la République togolaise, il ne faut pas se précipiter à l'accuser. Maintenant, il faut se demander, mais quel est le statut de Damiba? Quelle est la nature du séjour de Damiba en République togolaise? Alors là, première hypothèse. Lorsque Damiba a été renversé, le 30 septembre 2022, si je ne m'abuse, il y avait deux possibilités pour Damiba. Non, il y avait trois possibilités pour Damiba. La première possibilité, si Damiba, alors lieutenant-colonel de l'armée, essayait de résister militairement, c'était de trouver la mort, là où il s'était replié. Puisque les unités sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré étaient plus fortes que lui. Damiba et ses proches compagnons auraient probablement été tués dans le cadre de la rectification de la révolution. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, Damiba aurait pu être arrêté. Et par conséquent,
il aurait pu être emprisonné au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui maîtrisaient la situation et qui avaient le soutien massif de la population. Ça, c'était le deuxième cas. Et puis, troisième cas, Damiba devait être exilé. Il devait partir du sol du Burkina Faso pour ne plus constituer un obstacle à la réalisation des objectifs de la révolution populaire progressiste. Quelle est, parmi ces trois hypothèses, celle qui a été retenue? Peut-être quatrième hypothèse, il y aurait eu une confrontation, peut-être que Damiba, espérait-il, aurait pu renverser la vapeur et écraser la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba n'a jamais essayé, parce que sur le terrain, il a bien vu que s'il avait essayé, c'est la première hypothèse qui lui arrivait, ou dans le meilleur des cas, la seconde. Soit il se faisait tuer, soit il se faisait arrêter. Si Damiba n'a pas tenté une contre-offensive militaire, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et parce qu'à un moment donné, il a cru pouvoir compter sur la France et elle lui a fait défaut. Elle n'a pas pu le sauver, comme elle n'a pas pu sauver Bazoum. Comment elle ne pourra pas sauver Ouattara Draman? Comment elle ne pourra plus sauver personne en Afrique, entre guillemets, francophone? Bon, restons calmes. Analysons cette affaire. Il y avait donc trois hypothèses sérieuses. Soit Damiba, première hypothèse, Damiba voulait résister. Et c'était le conflit sanglant avec les troupes sous le commandement du président Traoré. Et il est probable que Damiba aurait été tué avec plusieurs de ses hommes. Deuxième hypothèse, Damiba résistait et sans être tué était arrêté et il allait en prison. Et il serait actuellement en prison au Burkina Faso, sans doute. Troisième hypothèse, Damiba partait. Et pour qu'il parte, il fallait que les nouvelles autorités du Burkina Faso soient d'accord qu'il parte. Il fallait même que ces autorités soient d'accord avec sa destination. Et donc, quand Damiba quitte le Burkina Faso pour se réfugier au Togo, mon analyse me pousse à dire qu'il s'y est réfugié avec l'accord des deux autorités. Il s'est réfugié au Togo parce que le président Ibrahim Traoré lui a permis de sortir pour partir. Parce que si le président Ibrahim Traoré voulait le tuer ou l'arrêter, il ne l'aurait pas laissé sortir ou partir. Il avait les moyens militaires de le réduire. De deux, quand il est allé au Togo, cela a été perçu des deux côtés comme une solution acceptable à la crise sanglante qui risquait d'éclater au Burkina Faso et au bain de sang qui risquait d'avoir lieu. Au détriment, c'est sûr, de Damiba et des siens, mais aussi au détriment du Burkina Faso, qui a déjà connu des bains de sang. Parce que la situation en septembre 2022 était telle que le sang allait couler comme en octobre 87. Le sang allait couler comme en octobre 2014. Si il n'y avait pas eu une solution à l'amiable, et c'est grâce à cette solution à l'amiable que Damiba est en exil au Togo. Et il faut que l'opinion comprenne cela. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la République togolaise va continuer à permettre que quelqu'un qui est sur son sol, dans le cadre d'un accord à l'amiable avec les autorités burkinabées, est-ce qu'elle va permettre que cette personne, Paul-Henri Sandaogo Damiba, continue à prendre des initiatives pour déstabiliser le pays qui lui a permis de sortir? Est-ce que la République togolaise sera confortable dans sa relation avec le Burkina Faso? Est-ce qu'elle sera confortable dans sa relation avec l'Alliance des États du Sahel en ayant un Damiba qui devient incontrôlable? Un Damiba qui se comporte en électron libre et qui continue à comploter contre le Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. C'est pas un hasard si c'est surtout à partir de la Côte d'Ivoire qu'il agit. Le compte rendu du ministre Mahamadou Sana nous dit que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que la mise en œuvre a été facilitée. Pas à partir du Togo. Mais est-ce que le Togo peut être à l'aise en continuant d'avoir sur son sol quelqu'un qui lui a été envoyé avec l'accord du Burkina Faso? Parce que si le Burkina voulait tuer Damiba
en septembre 2022 sur place, ou l'arrêter, il allait le faire. Le Burkina ne l'a pas fait. Alors, la réponse à cette question, le Togo peut-il rester dans cet inconfort qui est d'être la terre qui héberge celui qui veut renverser le pouvoir du Burkina Faso, sans nécessairement participer activement à faciliter ces opérations? Est-ce que le Togo peut tenir dans cet inconfort? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Car il est probable que Damiba a été accepté au Togo à condition qu'à partir du Togo, il ne déstabilise plus le Burkina. Et le Burkina a permis à Damiba de s'enfuir au Togo parce que le Burkina a reçu probablement des garanties de la part du Togo que depuis le Togo, il n'y aurait pas de déstabilisation contre lui, venant de Damiba. Voilà la première partie de mon analyse. Maintenant, je fais la deuxième partie de mon analyse des informations que nous donne, eh bien, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité nationale du Burkina Faso. Écoutez, j'entends les objections des agents de la France-Afrique sur les réseaux sociaux. J'entends les objections des agents de la France-Afrique dans l'opposition burkinabé. J'entends les objections des agents, eh bien, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui, au nom de leur démocratie, de leur soi-disant bonne gouvernance, au nom des critères politiques que l'Occident lui-même proclame sans les respecter, l'Occident avec ses 12 monarchies et ses puissances criminelles, au nom de ces critères-là, estime que le régime du président Ibrahim Traoré est une dictature. Et que, en tant que tel, ce régime mérite des coups d'État. Mieux, ils disent, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même est arrivé au pouvoir par coup d'État, alors il est normal qu'il essuie sans cesse des coups d'État, car c'est par ce chemin qu'il est lui-même venu au pouvoir. Il ne peut pas empêcher les autres, eh bien, de passer par le même chemin. Je voudrais, une fois de plus, répondre ici à cette propagande mensongère, à cette propagande inexacte, à cette propagande idéologiquement débile. En rappelant ceci, il faut qu'on se souvienne des raisons pour lesquelles le capitaine Ibrahim Traoré, qui pourtant avait participé dans le cadre du MPSR-1 au coup d'État du lieutenant-colonel d'alors, Paul-Henri Sandaogo Damiba, il faut qu'on comprenne pourquoi le 30 septembre 2022, il y a eu une rectification de la révolution burkinabé, pourquoi il y a eu un MPSR-1 qui a été remplacé par le MPSR-2. Le problème politique majeur auquel est confronté le Burkina Faso et que n'a pu résoudre ni le président Compaoré, ni les présidents successifs Zida, Kafando, Kaboré, ni l'ancien président donc Paul-Henri Sandaogo Damiba. Quel est le problème fondamental du Burkina Faso? Ce problème fondamental, c'est que le Burkina Faso est dans la tourmente de la grande déstabilisation de l'impérial terrorisme qui a été conçu par l'OTAN dans le cadre de son projet de recolonisation totale de l'Afrique, afin de s'accaparer de ses ressources naturelles faramineuses. L'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, etc. Le pétrole, le diamant. Le Burkina Faso est pris dans cette spirale. Qu'est-ce qui a caractérisé tous les régimes politiques après le président Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 par les hommes de celui qui était son numéro 2, le capitaine Blaise Compaoré? Qu'est-ce qui a caractérisé tous les régimes du Burkina Faso face à cette question de la grande déstabilisation terroriste? Écoutez-moi bien. Et c'est là que vous comprendrez d'où vient la légitimité révolutionnaire du coup d'État perpétré le 30 septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré. Légitimité qui lui donne une supériorité morale, idéologique, politique, une supériorité spirituelle aux tentatives comme celle de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Parce que tous les coups d'État ne se valent pas. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les coups d'État révolutionnaires sont faits pour les aspirations populaires non satisfaites. Alors que les coups d'État réactionnaires sont faits pour les intérêts étrangers néocolonialistes et impérialistes.
les seuls coups d'État qui sont moralement et politiquement utiles à n'importe quelle nation sur cette terre, ce sont les coups d'État révolutionnaires. C'est ceux qui débloquent et qui permettent de réaliser les aspirations légitimes du peuple. Alors que les coups d'État réactionnaires, les coups d'État néocolonialistes, les coups d'État civils, les coups d'État constitutionnels qui sont faits pour des dictateurs au service d'intérêts étrangers, ceux-là sont à combattre tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous le président Blaise Compaoré, la stratégie a consisté à héberger les dirigeants des organisations terroristes au Burkina Faso pour que ces organisations terroristes n'attaquent pas le Burkina Faso. Les principaux chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promenaient libres au Burkina Faso, comme ils se promènent libres actuellement en Algérie, sous Abdelmajid Tebboune. Comme ils se promènent libres actuellement au Qatar, ils se promènent libres en Arabie Saoudite. On les a vus marcher sur tapis rouge, même, eh bien à Paris et à Washington. Même à l'ONU, on les a vus. Sous le président Compaoré, la stratégie pour protéger son pays était d'être complaisant avec les chefs des groupes terroristes en échange de la non-agression contre le Burkina Faso. Le président Compaoré estimait que c'était la stratégie la plus sage, puisqu'il savait que ces groupes terroristes sont des groupes de mercenaires de l'Occident et qu'il estimait qu'il était incapable militairement de les affronter. Il a préféré faire en quelque sorte envers eux une sorte de politique de non-agression, signer avec eux un pacte de non-agression, une espèce de politique de l'œil fermé, du visage fermé. Et c'est sur cette base-là qu'il a essayé de préserver la sécurité du Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré tombe et que cette couverture de l'État du Burkina Faso n'est plus assurée aux principaux chefs des groupes terroristes, qu'est-ce qu'on observe? Il se lâche complètement contre le Burkina Faso et il l'attaque. C'est là que s'accélère la chute, la descente aux enfers du Burkina Faso. Le président Zida, qui a été président quelques jours, par la suite le président Kafando, ne sont pas capables de faire véritablement face à cette question. Ils étaient uniquement concentrés sur la réorganisation des institutions, la réorganisation des élections, le passage de pouvoir, etc. Arrive au pouvoir le président Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré hérite d'une situation dans laquelle désormais les groupes terroristes sont déchaînés contre le Burkina Faso. Et qu'est-ce qui caractérise la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré? C'est qu'il passe son temps à décréter les journées de deuil national, à pleurnicher. Mais il ne change pas la politique structurelle de lutte antiterroriste au Burkina Faso. Quelle était la limite de la politique structurelle de lutte antiterroriste au Burkina Faso? C'est que, sous Compaoré, sous Kafando, ou Zida, sous Roch Marc Christian Kaboré, l'armée burkinabé combattait le terrorisme sous la supervision des forces armées de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, de l'ONU. Or, les groupes terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, ont été créés par les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Donc le Burkina Faso combattait le terrorisme sur son sol, sous l'égide de ceux-mêmes qui ont implanté le terrorisme. Ce qui fait que la lutte antiterroriste burkinabé était inefficace. Pratiquement 70% du territoire burkinabé était désormais sous l'occupation des terroristes. Et les multinationales du pillage occidental se préparaient à profiter d'une déclaration de sécession, de division du Burkina Faso en plusieurs émirats, qui commenceraient à commercialiser les richesses du Burkina Faso vers l'Union européenne, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, vers le Moyen-Orient. Le Burkina Faso était menacé de partition. Et Roch Marc Christian Kaboré se contentait essentiellement de décréter les journées de deuil national, de pleurnicher, de boire son champagne et d'espérer qu'un jour, les patrons véritables des groupes terroristes, à savoir les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, qui font ami-ami avec les chefs de ces organisations, Kaboré était assis là et espérant qu'un jour, ils aient pitié du Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré se comportait comme si, un jour, ses maîtres auraient pitié de lui et arrêteraient de financer les groupes terroristes.
arrêterait d'armer les groupes terroristes, arrêterait de renseigner les groupes terroristes, et qu'enfin ce jour-là, le Burkina Faso respirerait. C'est contre cela que l'armée burkinabé s'est levée, se reconnaissant dans le coup d'État dirigé par le lieutenant-colonel d'alors, c'est Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que vous comprenez? Mais Damiba arrive au pouvoir en début d'année 2022, si je ne m'abuse, au mois de janvier. Et il a, pendant 8 mois, le temps de montrer s'il a compris qu'il faut changer la doctrine de la lutte antiterroriste, parce que le Burkina Faso est en danger de disparition. Quand Kaboré, qui pourtant a été élu, tombe, le peuple burkinabé a une aspiration profonde, avoir une véritable élite révolutionnaire, reprenant le travail qui avait été entrepris entre 1983 et 1987 par le capitaine Thomas Sankara. C'est ça l'aspiration profonde des Burkinabés, que ce travail soit repris et que le processus de la souveraineté du Burkina Faso qui avait été mis en suspens, ce processus soit réentamé, que le travail soit repris pour que le peuple burkinabé devienne l'acteur principal de son histoire. Donc quand Paul-Henri Sandaogo Damiba arrive au pouvoir, c'est cet espoir que le peuple place en lui. Mais il le déçoit vite. Pourquoi? Monsieur se met sous la tutelle du plus grand des vassaux du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé, de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Quand on voit Paul-Henri Sandaogo Damiba aller se mettre sous la protection du plus grand crotal, du plus grand ennemi de la souveraineté africaine, du saboteur de la monnaie souveraine africaine, de celui qui héberge toutes les troupes, toutes les armées néocolonialistes et impérialistes occidentales sur son sol, de celui qui est devenu le plus grand parrain des groupes terroristes dans toute l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Quand on voit Paul-Henri Sandaogo Damiba aller se mettre sous la coupole donc du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, on comprend que l'objectif, eh bien, du coup d'État du MPSR 1 en 2022, au mois de janvier, cet objectif n'est pas atteint. C'est pour répondre aux aspirations profondes de son peuple. C'est pour sauver le Burkina Faso, qui était menacé d'une noyade dans la pulvérisation et l'atomisation totale de son territoire, que le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, prend ses responsabilités et renverse Damiba. Le coup d'État mené par le capitaine Ibrahim Traoré contre Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pour but de réaliser les aspirations qui ont amené les Burkinabés à accepter qu'un président élu soit renversé en janvier 2022. C'est parce que Damiba a trahi ses aspirations que ses camarades du MPSR, dirigés par Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, l'ont renversé. Ibrahim Traoré n'a pas renversé Damiba pour être un autre Damiba. Alors que Damiba a renversé Roch-Marc Christian Kaboré pour faire pire que lui. Ibrahim Traoré renverse Damiba parce que Damiba fait pire que Roch-Marc Christian Kaboré. Et qu'il faut qu'un patriote véritable, un révolutionnaire panafricaniste, prenne la tête de la révolution pour que le Burkina Faso soit sauvé. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas mettre sur le même pied d'égalité le coup d'État de janvier 2022 de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui en fait, finalement, était un coup d'État néocolonialiste. C'était un coup d'État néoconservateur. C'était un coup d'État vraiment fantaisiste. Sandaogo Damiba n'aurait jamais dû renverser Roch-Marc Christian Kaboré. Il ne méritait pas de le remplacer. On pouvait critiquer Roch-Marc Christian Kaboré pour son côté bourgeois, fils de banquier, toujours en train de téter sa bouteille de champagne. Mais celui qui est venu après Roch-Marc Christian Kaboré, lui ne boit pas simplement des bouteilles de champagne, il boit des piscines entières de champagne. C'est-à-dire que les Burkinabés se sont retrouvés avec un jouisseur plus jouissif que Roch-Marc Christian Kaboré.
On accusait Roch-Marc Christian Kaboré d'être né avec une cuillère en or dans la bouche, de ne pas comprendre les problèmes du peuple profond. On l'accusait d'être coupé des masses populaires, etc., etc. Et on a un militaire qui est un indécrottable jouisseur, qui est pire que Roch-Marc Christian Kaboré. Les Burkinabés tiennent aujourd'hui encore leurs deux mains sur la tête et disent Astaghfirullah. Comment on a fait pour avoir un gougnafier pareil à la tête de notre République? Burkina Faso. Jusqu'aujourd'hui, je lis sur les réseaux sociaux burkinabés et j'ai entendu beaucoup de Burkinabés s'étonner que leur pays ait pu un jour être gouverné par ce goujat de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Parce qu'en fait, les défauts que les Burkinabés reprochaient à Roch-Marc Christian Kaboré étaient mineurs par rapport aux défauts de ce Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il était pire. Quelqu'un qui constitue des délégations pléthoriques pour aller prononcer des discours incompréhensibles à l'ONU. Le train de vie que l'homme a adopté à la tête de l'État du Burkina Faso. Même le président Blaise Compaoré ne s'était pas permis ça. Le niveau de gabégie accéléré dont Damiba faisait preuve. Non. Il a choqué les Burkinabés. Lui, Roch-Marc Christian Kaboré buvait le champagne le soir. Lui, buvait le champagne toute la journée. Et que lui, la présidence était une la présidence du Burkina Faso, sous Paul-Henri Sandaogo Damiba, était un jouissoir. Un jouissoir. Nous devons créer ce mot. Un lieu où on jouit. En fait, le type s'est révélé un simple petit sacripant, un officier france-africain. Et j'avais pressenti ce problème. Si vous regardez les conférences que j'ai données en 2022, quand Paul-Henri Sandaogo Damiba est arrivé au pouvoir, j'ai donné une conférence pour exprimer mes doutes envers lui. Parce que j'avais acheté son livre. Il a écrit un livre ici sur la lutte antiterroriste. Ce livre est un mémoire de master qu'il a écrit lorsqu'il est venu compléter ses études quelque part dans une université française. J'ai acheté le livre là est quelque part ici. Et j'avais donné le commentaire du livre en disant que j'ai lu les écrits de Paul-Henri Sandaogo Damiba à propos de la lutte antiterroriste. Ces écrits me convainquent qu'il est un faux type. Parce que sa capacité à diagnostiquer la véritable nature du terrorisme est faible. Sa capacité à désigner qui est l'ennemi de l'Afrique est faible. Sa capacité par conséquent à penser une politique de lutte antiterroriste est nulle. J'ai donné une conférence, je vous retrouverai le lien. Et j'ai dit que cet homme-là qui vient d'arriver à la tête du Burkina Faso, moi, professeur Franklin Nyamsi, Ouah Cameroun, Ouah Burkina Faso, Ouah Africa, je n'ai pas confiance en lui. Parce que j'ai lu son livre. Son livre est là, je vous le retrouverai. Paul-Henri Sandaogo Damiba a écrit un mémoire qu'il a publié sous forme de livre. Il y a dit, quelqu'un qui a cette théorie du terrorisme ne peut pas libérer le Burkina Faso du terrorisme. Et je ne me suis pas trompé. Je ne l'ai pas loupé. Quand, le 30 septembre 2022, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons lancent la rectification de la révolution, il lance le MPSR2, il prend la parole et explique qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont fait venir. Et il met en œuvre une véritable politique de lutte antiterroriste s'inspirant du modèle malien. Il fait partir les troupes néocolonialistes françaises. Il fait partir les troupes américaines. Il fait partir tous les conseillers militaires otaniens européens qui scrutaient, qui caporalisaient, qui bloquaient l'appareil stratégique burkinabé. Il les fait tous partir. Il engage une politique de nationalisation des ressources minières de son pays, qui lui permet en un temps record d'augmenter la viabilité des caisses du Burkina Faso. Il engage des travaux publics remarquables, dotation en hôpitaux modernes, dernier cri pour son pays. Vous le voyez engager maintenant une autoroute à 2 fois 4 voies, aller 4 voies retour, entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Ce que même Ouattara Draman n'a pas été capable de faire. Nulle part en Côte d'Ivoire. Ce que Biya Paul, 42 ans de pouvoir au Cameroun, n'a pas été capable de faire entre Douala et Yaoundé. Pour la même distance. Pour les mêmes distances. Il fait ça. Il engage une dotation militaire ferme de l'armée burkinabé. Il la rééquipe. Une armée dans laquelle
10 soldats, 10 à 15 soldats possédaient un Kalachnikov, un fusil Kalachnikov. Ce monsieur, avec ses compagnons, qui aiment leur pays, qui aiment l'Afrique et qui s'aiment eux-mêmes, réhabilite l'armée burkinabé, qui est aujourd'hui une armée opérationnelle et qui est pratiquement la maîtresse de plus de 80% du territoire national. Ils inversent la formule originelle. Là où l'armée contrôlait 30%, les terroristes 70%, ils inversent de 2022 à 2026. Ils inversent. Ils montent à pratiquement 80% de contrôle de son pays. Voilà ce que le monsieur a fait. Et voilà la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre que quelqu'un veuille renverser le président Ibrahim Traoré, parce que personne ne peut faire mieux que cela. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il fallait faire. Quand tu veux faire un coup d'État, parce que tu es jaloux de ton camarade, tu dis, ah, un petit capitaine comme ça, il est le président, alors que moi je suis colonel, je suis lieutenant-colonel. J'imagine les raisonnements de Damiba, quand il est assis, qu'il rote son champagne et qu'il pète le caviar. Moi, c'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un petit capitaine vienne me commander. Toi, quand tu faisais le coup d'État en janvier, là, tu étais général. Il n'y avait pas des généraux qui étaient là. Quand tu as pris le pouvoir contre Kaboré, tu étais général. Est-ce que tu avais les compétences du banquier hautement formé Roch-Marc Christian Kaboré quand tu l'as renversé? Mais voilà leur raisonnement, hein. Les petits jaloux, les petits esprits que nous avons dans notre milieu politique, notre milieu social africain, la petite jalousie de quartier. Ah non, quand même, moi j'ai fait la formation aux États-Unis, j'ai fait la formation à Saint-Cyr, comment un petit comme ça peut venir me commander, Yaoutodé, etc., etc. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on attend d'un Africain normalement éveillé. Vous devez regarder le régime du président Ibrahim Traoré et vous demander. Moi, militaire burkinabé, et c'est la question que j'ai posée à plusieurs des officiers qui ont tenté de renverser le président Traoré avant. Moi, militaire burkinabé, si je prenais le pouvoir, est-ce que je pourrais faire mieux que ce que mon frère, mon concitoyen, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Objectivement, on peut très difficilement faire mieux. Et si vous êtes de ceux qui aimeraient faire mieux, il vaut mieux vous associer au président Ibrahim Traoré pour l'aider à réussir. Puisque vous êtes convaincu que ce qu'il fait est très bien. Vous pensez que vous pouvez faire mieux. Mais si vous pensez que vous pouvez faire mieux, puisque lui il fait déjà très bien, pourquoi tout gâter? N'est-ce pas qu'il faut le soutenir pour que ça soit mieux? Tu viens, toi père de famille, tu rentres à la maison, tu trouves que ton fils, mettons, là j'ai un fils de 12-13 ans, Théo. Je trouve que Théo a fait vraiment, il a nettoyé le salon, il a nettoyé les chambres, il a nettoyé le couloir. Vraiment, il a nettoyé la maison du mieux qu'il pouvait. Il a tout arrangé du mieux qu'il pouvait. Seulement, il n'a pas bien arrangé les coussins du canapé. Je dois punir Théo. Je dois l'envoyer, l'enfermer dans sa chambre parce que j'estime qu'il n'a pas bien fait le travail. Ou au contraire, je dois le féliciter, l'encourager. Et en profiter pour lui dire, la prochaine fois que tu vas ranger, pense aussi à bien faire pour la table. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui aime son pays? Quand il est à la tête de son pays, quelqu'un qui travaille pour le pays. Quand tu aimes ton pays, et que celui qui travaille pour le pays est à la tête du pays, même si ce n'est pas parfait, ton attitude en tant que patriote, c'est de l'aider. Alors que si tu es jaloux de lui, tu n'es pas patriote. Tu n'aimes pas ton pays. Tu t'aimes, toi, plus que ton pays. Tu aimes des intérêts incompatibles avec ton pays, plus que ton pays. Donc, il faut répondre avec beaucoup de courage à ceux qui essaient de légitimer les coups d'État contre le président Traoré au motif que lui, il a pris le pouvoir par coup d'État. Il faut leur dire, tous les coups d'État ne se valent pas. Les coups d'État néocolonialistes, les coups d'État civils ne valent pas les coups d'État révolutionnaires. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour lui-même. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour agrandir son compte bancaire, pour remplir l'argent de son pays en Suisse, remplir l'argent de son pays en France, remplir l'argent de son pays dans les paradis fiscaux. Non. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour avoir beaucoup de caisses de champagne, péter le caviar. Le révolutionnaire ne fait pas le coup d'État pour
s'acheter les plus belles femmes du monde et se promener avec des avions remplis de courtisans et de courtisanes. C'est pas pour ça que le révolutionnaire fait le coup d'État. Un révolutionnaire fait un coup d'État pour améliorer la condition de son peuple, pour servir le bien commun. Il fait un coup d'État pour rendre à son peuple sa souveraineté perdue. Il fait un coup d'État. Il fait un coup d'État. Parce que cela est nécessaire pour que les plus vulnérables des membres de la société cessent de souffrir. Voilà pourquoi agit le révolutionnaire. Le coup d'État révolutionnaire est une action morale. C'est une action héroïque. C'est une action sacrificielle. C'est une action sacerdotale. On ne doit la mener que quand le pouvoir qui est en face est clairement opposé aux aspirations du peuple. Ceux donc qui veulent renverser Ibrahim Traoré, quelles aspirations du peuple burkinabé peuvent-ils mieux remplir que lui? Aucune. Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu 8 mois pour nous montrer son incapacité à servir. Son incapacité à servir le peuple burkinabé. Il a eu combien de temps? 8 mois. Il a montré toutes ses couleurs et on s'est rendu compte que c'était un petit officier félon, néocolonisé, rampant, reptilien, comme tous les autres serviteurs de la France-Afrique que le continent a malheureusement connus. Donc voilà, je conclus ainsi la deuxième partie de mon analyse. Nous devons défendre la révolution progressiste populaire parce que cette révolution est au service des aspirations du peuple burkinabé. Nous devons combattre avec la dernière énergie tous ceux qui veulent renverser la révolution populaire progressiste du Burkina Faso, parce que ceux-là sont ceux qui veulent reconduire le peuple burkinabé dans la misère absolue, dans l'insécurité terroriste. Ceux qui veulent reconduire le peuple burkinabé dans l'indignité. Ce sont ceux-là qui veulent renverser le président Ibrahim Traoré, et ce sont les ennemis jurés du peuple africain. Et c'est ainsi que je conclus la deuxième partie de mon propos, l'analyse des révélations, du ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, que je salue. Et maintenant, il nous reste la dernière partie de cet exposé. Nous allons nous intéresser à nos modestes recommandations. Je dis bien nos modestes recommandations. Nos modestes recommandations. N'oublions pas celui qui nous accompagne dans cette émission, à savoir, le génial Alexandre Kafando, avec un chant extrêmement profond, un chant qui en réalité résume parfaitement la situation du Burkina Faso. La situation du Burkina Faso. Ce chant, j'aimerais qu'il vous fasse méditer encore plusieurs fois. Ibrahim Traoré, c'est le Daniel de la chanson. C'est le Daniel de la prophétie biblique. Le peuple burkinabé en lutte, c'est le même Daniel. Nous ne devons pas laisser des gens essayer en permanence de jeter Daniel dans le trou. C'est trop. Même dans la Bible, on n'a pas jeté Daniel 2 fois dans le trou. On l'a jeté une fois et l'Esprit de Dieu l'a sauvé. Or, il y a des gens qui veulent jeter Daniel plus de fois dans le trou que même dans le récit biblique. C'est trop. Écoutez la chanson. Dans la Bible, c'est une fois. Mais Ibrahim Traoré, lui, on l'a déjà jeté dans le trou pratiquement 30 fois. En moins de 4 ans. C'est trop. C'est trop pour un seul homme. C'est trop là. Il faut le laisser tranquille, ce monsieur. Il faut le laisser faire son travail pour son peuple. Il n'y a rien dans la jalousie. Vous n'arrêtez pas de jeter Daniel dans le trou. Ne peut pas manger Daniel. L'esprit de Dieu sauve Daniel. L'esprit de Dieu couvrit Daniel. Dans son français bricolé. Un français moréifié. Alexandre Kafando nous dit ce qui se passe. Bon, nous allons aborder la troisième et dernière partie de cette émission. Les modestes recommandations de votre serviteur à 3 types d'autorités. Bon, il me semble que, en conclusion de cette conférence, nous pouvons esquisser quelques recommandations. Ces recommandations sont humbles et modestes. Ce sont des recommandations d'un ami
de la libération africaine, un ami de l'Alliance des États du Sahel, un serviteur des peuples africains. En tant que tel, je ne dois pas donner une conférence dans laquelle je m'adonne essentiellement à la critique et où je ne propose pas. Je dois proposer. La critique est positive quand elle est suivie d'esquisses et d'offres, et bien de solutions. Donc je voudrais commencer par m'adresser aux autorités de la République togolaise. Les autorités de la République togolaise, où j'ai séjourné pendant une semaine à l'occasion du 9e congrès panafricain, qui était un succès. Les autorités de la République togolaise, que je salue d'ailleurs, pour l'effort qu'elles ont fait de desserrer progressivement l'étau sur l'opposition togolaise, dont plusieurs membres croupissaient dans les prisons politiques du Togo. Tous n'ont pas encore été libérés, mais plusieurs ont recouvré la liberté. C'est une excellente décision du président du Conseil togolais. Nous devons encourager le président Faure Gnassingbé à accélérer ce chantier de la réconciliation nationale togolaise. Et je me réjouis que cette décision ait lieu après le formidable congrès panafricain, 9e congrès panafricain des 22-23 décembre 2025. Non, des 8 au 12 décembre 2025. 8 au 12 décembre 2025. J'en profite d'ailleurs pour faire remarquer que quand j'ai annoncé ici ma décision de participer à ce congrès, il me souvient que plusieurs membres de l'opposition togolaise, du moins les plus radicaux et par ailleurs exilés, y ont vu une trahison en prétendant que je cautionnais un régime qui emprisonne ses opposants politiques. Et que il aurait fallu que le président Faure Gnassingbé libéra d'abord tous les prisonniers politiques togolais avant que moi, Franklin Nyamsi, j'aille au Togo. Je me suis permis de leur démontrer qu'ils n'ont rien compris à ce que c'est que le lobbying politique, ils n'ont rien compris à ce que c'est que l'action politique, ceux qui pensent ainsi. Et que moi, j'irai au Togo, parler de panafricanisme et trouver une manière de parler aux autorités togolaises parce que j'ai pris en compte le fait que ces autorités ont accompagné l'Alliance des États du Sahel dans les épreuves difficiles de ces dernières années. Je pense qu'il est possible de leur parler d'une manière qui non seulement respecte les efforts qu'elles font, mais leur montre l'immensité de ce qui reste à faire. Quand je suis allé au Togo, j'ai donné une conférence à l'université publique du Togo qui a été très suivie et qui a été plébiscitée. Et dans cette conférence, j'avais donné une théorie du panafricanisme de proximité en disant que un véritable pays africain est un pays où la famille se porte bien, un pays où les prisons n'ont pas d'innocents, un pays où les tribunaux ne sont pas corrompus, un pays où l'hôpital se porte bien et un pays où l'école se porte bien. Et j'ai parlé de la totalité de la situation des pays africains et je nous ai invités collectivement, à partir de la place du Togo, à nous demander si nos pays remplissent ces 5 critères. Je me réjouis que, bien que ce ne soit pas en réponse à ma contribution que le président Faure Gnassingbé ait libéré ses compatriotes, je me réjouis d'avoir apporté ma modeste pierre à l'édifice qui a permis de desserrer un tant soit peu l'étau du pouvoir sur l'opposition togolaise. Car chaque fois que j'en ai eu l'occasion, je me suis fait porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole au Togo. Chaque fois que j'en ai eu l'occasion pendant mon séjour togolais, j'ai expliqué à nos autorités au Togo pourquoi il était important de ne pas seulement être dans le panafricanisme géopolitique, mais il fallait avoir pitié de la souffrance de son propre peuple pour commencer à entrer dans la zone vertueuse du véritable panafricanisme. Les mêmes qui m'ont maudit, les mêmes qui ont dit que dès que je mettrai les pieds le 8 décembre, eh bien 2025 à l'aéroport de Lomé, je serai lynché, que leur missile mystique allait m'atteindre, que mes testicules s'allongeraient jusqu'à mes chevilles. Les mêmes là, ils n'ont même pas eu le courage de venir, ne serait-ce que me dire. Le président Faure Gnassingbé a commencé à libérer nos frères qui étaient incarcérés. Nous pensons, professeur, honnêtement, que
les vérités que vous avez dites au Togo ont aussi contribué à cela. Et nous vous demandons pardon pour vous avoir insulté pour rien. Car finalement, votre méthode a mieux payé que la nôtre. Nous, on criait sur tous les plateaux depuis très longtemps. Vous êtes allé au Togo, vous avez parlé avec les autorités. Et vous n'êtes pas le seul. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens présents à l'occasion de ce congrès panafricain qui ont parlé aux autorités togolaises. Pour les prisonniers politiques, pas que moi. Mais je ne m'en vante pas, parce que je ne veux pas tirer la couverture sur moi. Je ne veux revendiquer pour cela aucune prime spéciale. Rien. J'ai défendu le peuple togolais, souffrant, sans condition. Et quand j'ai donné des conseils, quand j'ai fait des suggestions aux autorités togolaises, ce n'était pas non plus du chantage. C'était des suggestions frappées au coin de la vérité, de l'amour de la justice, de l'amour du prochain. Donc je me réjouis déjà de cette ambiance améliorée qui règne au Togo. Depuis que plusieurs Togolaises et Togolais, je pense plus de 600 d'entre eux, ont recouvré la liberté. Et j'exhorte les autorités togolaises à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout de cette politique de réconciliation. Mais ce n'est pas le principal conseil que je veux donner ici. Le conseil que je veux donner aux autorités togolaises, c'est de leur dire, vous avez, pour aider le Burkina Faso, accepté d'accueillir l'ancien président burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, sur votre territoire. À ma connaissance, vous l'avez fait pour aider le Burkina Faso. Il n'y a que les ignorants qui ne savent pas que vous l'avez fait pour aider. À ma connaissance aussi, vous l'avez accueilli en bonne entente avec les autorités du Faso. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a laissé Paul-Henri Sandaogo Damiba partir. S'il voulait le tuer, en septembre 2022, à Ouagadougou, il l'aurait tué. Si le capitaine Ibrahim Traoré voulait arrêter Paul-Henri Sandaogo Damiba pour le mettre en prison, il aurait arrêté pour le mettre en prison. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a laissé Paul-Henri Sandaogo Damiba partir. Parce qu'il préférait qu'il n'y ait pas un contexte tendu et le risque d'un bain de sang. Parce qu'il a regardé l'histoire du Burkina Faso et n'a pas voulu que l'affaire se solde comme elle s'est soldée en octobre 2014. Il n'a pas voulu que l'affaire se solde comme elle s'est soldée en octobre 1987. C'est une posture de sagesse qui a permis à Damiba d'être vivant. Et je sais que les autorités togolaises ont facilité. Elles ont aidé le Burkina Faso en accueillant Damiba. Parce que si Damiba était resté au Burkina, la lutte fratricide risquait de se poursuivre et Damiba probablement aurait été tué. Et plusieurs de ses compagnons, puisqu'ils auraient été tentés, d'une manière ou d'une autre, de prendre leur revanche sur le régime du président Ibrahim Traoré. Or, maintenant, le Togo a offert une terre d'asile, une terre de refuge, une terre d'exil à Damiba, pour faciliter la paix au Burkina. Et Damiba, depuis le Togo, sans nécessairement avoir pour cela l'approbation des autorités togolaises, continue en complicité avec les autorités ivoiriennes, en complicité avec Alassane Dramane Ouattara, à fomenter, et ce n'est pas la première fois, des coups d'État contre le Burkina Faso. Est-ce que la République togolaise peut continuer, dans ces conditions, à héberger Damiba? Est-ce que le contrat originel, Damiba va au Togo et laisse le Burkina Faso tranquille? Il laisse le Burkina Faso tranquille. Il a eu 8 mois pour montrer qu'il pouvait le servir. Il n'en est pas capable, qu'il aille rester tranquille là-bas. Est-ce que ce contrat est respecté? Non. Donc, il me semble que les autorités togolaises devraient éloigner, au minimum, elles devraient éloigner de leur territoire Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour que leur nom ne soit plus cité dans cette affaire. Parce que la présence de Paul-Henri Sandaogo Damiba risque de saper les excellentes relations diplomatiques qui existent entre le Burkina Faso et le Togo, et les excellentes relations diplomatiques qui existent entre le Togo et l'Alliance des États du Sahel. J'entends des gens qui disent qu'il faut que le Togo livre Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. Ça relève de la responsabilité souveraine de l'État togolais. Et cela relève de la responsabilité souveraine de l'État du Burkina Faso. Nous ne pouvons pas forcer le Togo à livrer
un réfugié ou un exilé politique qui est sur son sol. Mais nous pouvons lui demander d'arrêter de lui accorder la faveur de son territoire. Parce que, objectivement, nous savons que Paul-Henri Sandaogo Damiba devient une pierre d'achoppement entre le Burkina Faso et le Togo. Il devient une pierre d'achoppement entre le Togo et l'AES. Il devient un danger pour la sous-région. Donc, la moindre des décisions que la République togolaise devrait prendre, c'est d'éloigner ce type. Et c'est le conseil que je lui donne ici. Éloignez ce type de votre territoire si vous ne pouvez pas appliquer le mandat d'arrêt international qui aurait été, je n'ai pas la preuve, le mandat d'arrêt international qui aurait été lancé par les autorités du Burkina Faso. Vous avez la souveraineté d'appliquer un mandat d'arrêt ou pas. Mais ce qui est important, et si vous voulez garder les acquis de la décrispation togolaise, les acquis du 9e congrès panafricain, il faut faire partir ce monsieur de chez vous. Comme en plus, il fait ses coups d'État essentiellement à partir de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller chez Ouattara. Comme ça, on saura que tout se fait là-bas. Et on saura comment le gérer là-bas. Qu'il aille là-bas. Qu'il quitte le sol togolais. C'est la moindre des choses. Et mon hypothèse est que c'est la décision. Je ne sais pas. Je ne fais pas partie de la décision au Togo, contrairement à ce qu'un certain nombre de mythomanes peuvent le penser. Je ne sais pas quelle décision finalement le Togo prendra, mais je pense que la décision minimale, c'est d'éloigner du sol togolais cet individu qui est devenu un agent, en réalité actif du néocolonialisme français contre la révolution progressiste populaire. Bon, mon deuxième conseil, il concerne les autorités du Burkina Faso. Nos autorités au Burkina Faso doivent bien voir que cet acharnement contre elles ne cessera jamais. Cet acharnement contre le Burkina Faso ne cessera jamais. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso a pris, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, des initiatives qui ont démembré le néocolonialisme français et qui ont affaibli l'impérialisme occidental. Quelles sont ces initiatives? L'initiative, c'est de déloger les troupes néocolonialistes et impérialistes françaises, américaines, occidentales en général. Ces initiatives, quelles sont-elles? Mais c'est de déloger les multinationales françaises, les multinationales occidentales, dans les monopoles qu'elles avaient sur les matières premières du Burkina Faso. Les décisions qui valent au Burkina Faso l'hostilité que nous observons, quelles sont-elles? C'est l'autonomie diplomatique du Burkina Faso dans le cadre de l'AES. Et actuellement, le Burkina Faso assume la présidence de l'Alliance des États du Sahel. Donc forcément, il est une cible privilégiée. Frapper le Burkina Faso, c'est frapper l'AES. Car le président burkinabé est depuis le 23 décembre 2025 le président confédéral de la plus grande puissance sahélienne. Et pour moi, potentiellement, de la plus grande puissance africaine actuelle. La confédération de l'Alliance des États du Sahel. Bon, donc, il faut qu'à Ouagadougou et partout au Burkina, on sache que nous devons être en état d'alerte permanente. Il n'y a pas un moment où on va arrêter de vouloir nous renverser. Il n'y a pas un jour qui va passer sans que le néocolonialisme français, ces suppôts de la CEDEAO, n'échafaudent des plans. Il n'y a pas un jour sans que des organisations terroristes ne soient instruites de tenter quelque chose. Donc, il faut mettre en place un dispositif de veille permanente, sans céder à quelque paranoïa que ce soit. Il faut que ce soit un dispositif permanent, pérenne, rodé. Il ne faut pas que les mobilisations se fassent par à-coups, mais il faut que la mobilisation générale soit un état constant. Le peuple doit être constamment éveillé. Parce que les remarques du ministre Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, induisent à penser qu'une partie de la population au Burkina Faso a tendance à s'endormir. Voilà comment certains font des commissions sans se rendre compte qu'on leur demande ces commissions dans le cadre de projets de coup d'État. Par exemple, si on vous demande de transporter de l'argent d'une ville à une autre, ça paraît être une mission neutre. Quelqu'un que vous connaissez vous donne 2 millions.
Il vous donne 2 millions de francs CFA ou 3 millions de francs CFA. Il dit, comme tu es en train d'aller à Bobo Dioulasso, il faut remettre ça à tel. Aujourd'hui, là, au Burkina, il faut se demander pourquoi tu donnes les 2 millions à cette personne. Qui est la personne à qui tu donnes les 2 millions? Quel est le lien qu'il y a entre cette personne à qui tu donnes les 2 millions et toi? Parce que le pays est en réalité fortement infiltré. En raison de l'osmose qu'il y a dans les populations ouest-africaines, tous ces pays sont fortement infiltrés. Donc, maintenant, le peuple éveillé doit être attentif aux commissions qu'on lui fait faire. C'est des commissions qui paraissent neutres. C'est des commissions qui paraissent vraiment innocentes. Il n'y a rien dedans. Ah non, tu as un camion, oui, j'ai 2 motos que je veux donner à un de mes frères qui est à Wahigouya. Mets ça dans ton camion, tu lui donnes. À quoi vont servir ces 2 motos? À quoi vont servir ces 2 motos? Qui est ton frère à qui je vais transporter les 2 motos? Donc, les transports de matériel de transport, les transports de flux financiers doivent être scrupuleusement analysés par la population. La population ne doit plus s'adonner à des activités naïves qui, en réalité, alimentent le terrorisme. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut ouvrir les yeux. Et il y en a qui, parce qu'on lui a donné 5 000 pour faire une mission, il ne pense qu'aux 5 000 qu'on lui a donné. Il ne pense pas aux 5 morts, aux 50 morts, aux 500 morts que la mission va créer. Quand quelqu'un te donne l'argent, dans nos pays-là, il faut que tu saches d'où vient son argent et il faut que tu saches, quand il t'envoie remettre de l'argent, à quoi va servir cet argent à celui à qui il envoie. Et que tu connaisses la relation entre les deux, leurs identités. Et que tu sois capable de restituer cette relation et cette identité auprès des autorités. On voit que plusieurs transactions ont eu lieu, parfois même entre des personnes qui ne savaient pas que c'est l'argent du coup d'État qu'elles transportaient. D'où la nécessité de continuer ce travail de pédagogie populaire, que les gens sachent que nous sommes dans une phase révolutionnaire, une phase dans laquelle la totalité du peuple doit être éveillée et mobilisée. Le Burkina Faso fait déjà un travail énorme à travers ses médias, un travail énorme à travers sa société civile, un travail énorme à travers toutes les forces révolutionnaires, les Wanyignan, les VDP, etc. Nous devons renforcer ce travail, continuer à expliquer, à détailler vraiment les comportements vigilants. Parce que la population, parfois, ne sait pas quel comportement adopter dans certaines situations. Il faut continuer à étudier les différentes situations qui facilitent l'expansion du terrorisme et à en tirer des enseignements pour la prévention. Et voilà pourquoi j'estime qu'on doit inclure au programme, et c'est ma proposition, on doit inclure au programme d'enseignement de l'école primaire, au programme d'enseignement du collège et au programme d'enseignement du lycée et des universités de toute l'Afrique et notamment du Burkina Faso, un cours réservé à la sécurité citoyenne. Un enseignement portant sur la sécurité de la nation doit être donné très tôt à tout le monde pour que des comportements qui sécurisent le pays deviennent des comportements normaux, au sens que les sociologues donnent au concept d'habitus. Il faut que ça devienne des habitus. Enfin, mes conseils, mes recommandations à l'ensemble des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, à l'ensemble des gouvernements, mes modestes recommandations, eu égard à cette énième tentative de coup d'État. Et le Mali en a essuyé, et le Niger en a essuyé, et tous ces pays vont en essuyer. Ce qui est vrai du Burkina Faso est vrai du Mali et du Niger. Il faut relever le niveau de conscience de nos populations en introduisant, eh bien, comme je le disais, l'enseignement de la sécurité nationale, l'enseignement de la sécurité nationale dans la formation civique. C'est l'un des moyens. C'est-à-dire que le corps enseignant de la République peut être lui-même formé à assurer l'enseignement, eh bien, des normes fondamentales de la défense citoyenne du pays aux enfants dès l'âge où ils peuvent entendre et comprendre. Et pour moi, on peut commencer à expliquer ces notions aux enfants du plus bas âge, et bien jusqu'aux sorties des universités et des grandes écoles. Donc, j'appelle à une réforme urgente du programme d'enseignement en Afrique en général et au Sahel en particulier, en introduisant une matière qu'on peut appeler la défense citoyenne
la défense de la révolution, ou qu'on peut appeler, eh bien, formation civique à la sécurité nationale. FCSN, formation civique à la sécurité nationale. Il faut pour cela, bien sûr, former les formateurs et très rapidement créer des manuels. Il faut créer des manuels. Et c'est cela qui va nous permettre de préparer les citoyennes et les citoyens africains à être les membres dans chacun de leurs pays de l'armée populaire nationale. Tout le monde doit être membre de l'armée populaire nationale. D'ailleurs, pour que ce fameux problème de l'opposition entre civils et militaires, qu'on veut utiliser pour diviser la révolution partout, et bien en Afrique, que ce problème ne se pose plus. Nous devons tous être membres des armées populaires de nos nations. Nous devons tous nous hisser, avoir une formation de base pour la défense de nos nations. Ce qui fait que nous ne regarderons plus les militaires comme les gens d'un autre monde. Nous les regarderons comme nous-mêmes, les défenseurs de nos patries. Le deuxième conseil que je voudrais donner aux autorités de l'Alliance des États du Sahel, je l'ai déjà donné. Je le réitère toujours. L'Alliance des États du Sahel a adopté jusqu'ici envers les monarques france-africains qui organisent des coups d'État contre elle une posture défensive. La défensive ne suffit plus. La défensive ne suffit plus. La défensive ne suffit plus pour desserrer l'étau des groupes terroristes et desserrer l'étau des pays renégats de la CEDEAO qui constituent leur base arrière et desserrer l'étau de l'OTAN qui est la parraine de la déstabilisation générale de l'Afrique. Il est nécessaire que un certain nombre de roitelets france-africains tombent. Il est nécessaire que la doctrine défensive de l'Alliance des États du Sahel se compense par une doctrine de la contre-offensive. Voilà pourquoi il est important de constater qu'un certain nombre de régimes ont reçu une mission flagrante de renverser les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les régimes qui agissent de façon flagrante pour renverser les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont des régimes agresseurs. Il ne faut pas se contenter de se défendre contre eux. Il faut aussi, eux, les attaquer. Et c'est cette mutation fondamentale de la doctrine sécuritaire de l'Alliance des États du Sahel qui permettra de faire reculer le terrorisme et qui permettra de faire respirer les pays sahéliens qui sont encerclés par l'oignon géostratégique de l'OTAN, de la CEDEAO et des groupes terroristes. L'OTAN, c'est la grande couche de l'oignon qui encercle l'Afrique. La CEDEAO, c'est la petite couche de l'oignon qui encercle l'AES. Et les groupes terroristes, c'est la plus fine couche de l'oignon qui essaye d'encercler l'Alliance des États du Sahel. Tant que on combat seulement au niveau de la première couche, la plus proche, la couche des groupes armés terroristes, eh bien, ceux-ci se renouvellent dans leur base arrière principale, dans la CEDEAO. Et tant qu'ils ne sont pas secoués dans la CEDEAO, ceux-ci continuent à se renouveler dans leur base arrière principale qui est l'OTAN. Donc il faut, à un moment donné, que l'Alliance des États du Sahel monte d'un cran. En frappant ceux qui organisent des coups d'État contre elle. Ce temps-là, ce n'est pas moi qui ne suis pas un spécialiste, eh bien, militaire qui pourra en décider, qui pourrait en décider. Cela ne relève pas de mon rayon de décision. Mais du point de vue de la vision prospective, je ne vois pas comment, en restant dans une défensive systématique, nous pourrions résoudre durablement le problème que nous pose les coups d'État récurrents organisés à partir des pays de la CEDEAO contre les pays de l'AES. Et ces coups d'État sont souvent organisés à partir des mêmes pays. C'est les mêmes pays, ils ne sont pas nombreux. Les mêmes. Donc, quand un problème est précis, il faut lui apporter une solution précise.
je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. À moins que nous entrions dans un dolorisme, dans un masochisme, que nous entrions dans un fatalisme stérile. Ce que je ne nous souhaite pas au Sahel et en Afrique. Nous devons être plutôt proactifs, anticipatifs, préventifs, créatifs, lucides et toujours, bien sûr, courageux. Voilà, mes chers amis, les 3 niveaux de modestes recommandations que je voulais adresser aux autorités togolaises, aux autorités burkinabées et aux autorités de l'Alliance des États du Sahel, en conclusion de la présente conférence, qui, je l'espère, a atteint les objectifs que je vous ai indiqués au départ.